Woke up this morning and what did I see? An honest man speaking violently. Woke up this morning and what did I find? Ben là, ça se voit pas, mais tous les musiciens que je connais, ils ont maigri. Ouais. Peut-être sauf moi. Parce qu'en fait, tu te rends compte qu'on a arrêté de boire des bières trop. On a arrêté de tourner et du coup, on est à la maison, on s'est mis à faire du bricolage, du jardinage, plein de trucs. Après, on a fait beaucoup de studios, de tout ça. Tout ce qu'on peut. En fait, il faut voir le bon côté, quoi. C'est pendant qu'on avait du temps. On s'est dit, tiens, on va. Parce que beaucoup d'entre nous sont intermittents, donc on s'est dit, tiens, on a du temps, on va pouvoir. On s'est fait un studio et ben, on s'est mis à répéter, voilà. C'est pour ça aussi qu'on sort, voilà, qu'on peut enregistrer avec d'autres groupes. Alors, avec moins de moyens, puisqu'en fait, tous les moyens qui sont les nôtres, ils viennent du merch, ils viennent des concerts, ils viennent de tout ce qu'on fait en tournée. Ouais. Donc, voilà. Là, c'est le contraire d'habitude. On a plus de temps, mais pas de thunes. Donc, on fait en fonction. Donc là, du coup, pour vous, plus de concerts, plus de merch et zéro subvention, ou est-ce que vous avez un peu des aides, des choses comme ça? Il n'y a rien du tout qui rentre Il n'y a pas de subvention. On a eu recours tout au début avec l'emploi, comment ça s'appelle, les aides par rapport au chômage partiel. Ouais. Pour les quelques concerts qui n'avaient pas été annulés ou qui ont été annulés à la dernière minute, où ça, les contrats étaient déjà signés, donc on a pu le faire. Mais comme nous, voilà, c'est comme tu disais, c'est une structure un peu entre le petit et le gros. On n'a pas des dates qui sont signées 2 ans à l'avance. Donc, tu peux ne faire un chômage partiel que sur les dates qui sont déjà signées. Et en général, les bouses, c'est signé 3-4 mois à l'avance. Donc, et comme ils voyaient où ça partait, les festivals, ils ont préféré se couvrir un peu et garder les contrats sous le coude. Pour justement, parce que non plus, ils ne savaient pas où ils allaient. Non, on est les 2 tiers à être intermittents. D'accord. Laure, elle travaille. Maintenant, elle est infirmière depuis quelques années. Ok. Le batteur, qu'on a la Plouf, il travaille aussi. Et après, les autres sont... Rémi, lui, il n'a jamais arrêté de jouer à l'accordéon. Parce qu'il avait déjà beaucoup de plans de balles, tout ça, tout seul. Et il faisait déjà pas mal de concerts privés. Donc ça a pu continuer. Et il a réussi... Bon, il y a eu une baisse d'activité, c'est sûr, mais il a réussi à continuer à jouer. Le bassiste, il est régisseur. Et donc, il y a pas mal de spectacles qui... Alors, soit lui, c'était déjà par contre signé à l'avance, donc il avait beaucoup d'heures. Il a pu renouveler et continuer. Et il a pu faire pas mal de travail parce qu'il prépare des festivals de cinéma ou des trucs comme ça qui ont pu se faire à moitié. Ok. Voilà. Et après, le guitariste et moi, Kuba, on fait rien. On fait du jardinage, on fait le studio, on joue du banjo, on boit des bières et... Avec les Bouses, ça fait tellement longtemps que le groupe existe et que ça tourne de façon autonome, on va dire. Si tu veux, c'est que des gens qu'on connaît, c'est que des potes, c'est qu'une organisation familiale, donc il n'y a pas grand-chose qui a changé, à part le fait de se retrouver avec des couvre-feux ou l'impossibilité de répéter. On n'a pas fait de sessions Zoom comme pas mal de groupes ont pu le faire. Ils répétaient moi, tu as dû comprendre que la technique, c'est pas mon point fort. Et beaucoup dans le groupe, c'est pareil. Par contre, voilà, dès qu'on avait le droit de sortir et de se retrouver, eh bien, on se retrouve. Alors, pas tous ensemble si on ne peut pas, mais on se retrouve pour répéter, pour composer un peu. Et on s'est fait nos projets personnels, les projets un peu à côté, si tu veux. Par exemple, Taras Folk, voilà, on a développé un peu, on a eu l'occasion d'enregistrer. Moi, j'ai monté un projet métal avec le batteur, on s'est fait quelques trucs, voilà. Et c'est l'occasion de... faut prendre le bon côté des choses, quoi. Tu as du temps pour composer, pour préparer, voilà. Je pense que pour n'importe quel groupe, c'est pas satisfaisant quoi qu'il arrive. Parce que tu joues, tu finis le morceau, tu es content, tu entends les grioles là dehors.
il y a rien, quoi. Il y a pas, C'est ça. On est content de voir que les gens, ils nous répondent, ils nous parlent, ils sont contents, mais tu les vois pas, tu les entends pas. Si ça se résumait à ça, on n'aurait plus besoin de faire des concerts, quoi. Et beaucoup de gens se sont rendus compte aussi qu'ils avaient besoin de sortir, aller voir des concerts, et que le fait de se déplacer, aller voir un concert, ça n'avait rien à voir avec le regarder à la télé ou à l'ordi, ou encore pire, tu sais, sur les tout petits téléphones avec un son pourri. Le son, il fait vachement au ressenti, quoi. Quand tu as des basses, quand tu as des flashs, tu as vraiment tout. Tu peux regarder le meilleur concert du monde sur la télé. C'est pas passionnant, quoi. Why never can we be ourselves? Why can't we make it ours? Why? Ils sont frileux, mais c'est normal, parce qu'ils savent absolument pas comme tout le monde. C'était pareil l'année dernière. L'année dernière, ça a ouvert en juin. Les bars, on a joué un peu en duo avec Kuba. On a joué l'été sur des paillotes, sur des trucs. C'est bon, c'était l'été, tout le monde avait oublié. En septembre, c'est reparti. C'est pas dit que cette année, ça soit différent. Donc, il y a forcément, tu as la vaccination qui va changer un peu la donne. Mais on n'est pas à l'abri, voilà, du variant turco-mongol qui arrive en septembre. Ils referment tout. Et c'est sûr que les lieux de concert. Alors, il y a toutes les histoires de concerts-test. Mais les concerts-test, ils en avaient fait il y a plus d'un an à Barcelone. Oui. Ils avaient publié les résultats. C'est pas pour ça que ça a changé la donne. Voilà, ils ont un ordre de priorité et ils rouvrent au fur et à mesure. Donc l'horizon n'est pas encore complètement dégagé. Là, il y a une date, Non, du coup, le 3 que... juillet. Les dates avec les Bouses, on a 6 festivals, je crois, cet été. Le premier, là, c'est le 3 juillet avec le Festival Celtique des Comores. Ouais. Où on se fait notre première partie avec Taras Folk en plus. Alors, Ah, super. pour une reprise, ça va être fatigant. et après, oui, on a 5-6 dates cet été, un peu plus cet automne. Où on repart, on avait une petite tournée en Belgique, il y avait des trucs qui avaient été annulés, qui sont repoussés. Mais c'est pareil, tant qu'on n'est pas dans le camion la veille, on se dit qu'il y a toujours possibilité que ça soit annulé, quoi. C'est le premier vrai, en fait. C'est le premier vrai? Comment tu considères du coup? Ouais. Mais le premier, je crois que c'est toi qui avais écrit d'ailleurs dans une chronique. On ne savait pas trop si c'était des bouses qui étaient Taras Folk ou si c'était Taras Folk qui était bouses acoustiques. Acoustic Booze. Voilà. Yes. On ne savait pas trop ce qu'on faisait à l'époque. On avait des idées de monter une version acoustique des bouses. Ouais. Et de faire des compos, parce qu'à l'époque, Taras Folk, c'était que des reprises où on jouait dans les bars. Et quand on a repris, il y a 4 ans maintenant, je crois, avec Rémi, on a commencé à faire Taras Folk, de faire que des compositions. On a monté un duo pour faire vraiment que les pubs, avec Porter and Stout, avec le guitariste Kuba. Où là, on fait vraiment de la musique de pub, banjo, qui va bien avec le pub. Et ça nous permettait avec Taras Folk de faire que des compos. Ouais. Et partir, alors soit des reprises des bouses, soit vraiment des compos qui ne rentraient pas dans le cadre des bouses, quoi. Et du coup, on s'était fait un CD, mais qui était entièrement fait à la maison, avec Taras Folk, où c'est moi qui ai mixé et tout, ça s'entend, c'est terrible. Et du coup, celui-là, on s'est dit, bon, on va faire les prises de son à la maison, mais on va passer avec un studio qui s'appelle Onyx. Et on voulait justement avoir un mixage un peu plus folk. Quelqu'un qui connaît ces sonorités-là, parce que moi, quand je fais des prises de son où je mixe, j'ai toujours en tête les bouses, c'est toujours trop bourrin, en fait. D'accord. Ouais, voilà, ça serait bien justement d'avoir un son folk et c'est sympa. Ouais. On a travaillé avec un bon violoniste là, sur cet album. Et ça promet, mais dès qu'on aura les moyens, qu'on pourra retourner un peu, mettre de l'argent de côté avec Taras Folk, on pourra chercher un label et faire l'album entier avec du soutien. Once again. Yeah, I've been dreaming all along, dreaming of... Les bouses, en fait, prennent une direction un peu plus rock depuis quelques années. Voilà, moi, ça me va très bien parce que jouer rock sur scène, ça me plaît à fond. Mais c'est vrai que les quelques plans qu'on a eu en acoustique, justement Facebook ou tout ça, où on a pu jouer juste en acoustique, je trouve qu'il y a un son chouette en folk qu'on avait tout au début avec les bouses.
Mhm. Alors après, avec Taras Folk, on va jouer des morceaux un peu plus lents qu'on ne pourrait pas forcément jouer parce qu'avec des blues, il y a toujours l'énergie de jouer à fond. Et là, avec Taras Folk, on va partir sur quelques parties plus lentes aussi. C'est intéressant de pouvoir se dire, ben, ce morceau, il est bien, on ne peut pas forcément le jouer avec les blues, mais on peut le jouer avec d'autres versions. Can't help it, son, I'm feeling so numb. 'Cause I know. Et puis c'est par vague et puis par personne qu'on rencontre. Là, le batteur qu'on a en ce moment, Plouf, il a joué avec des gros groupes de hardcore. Ouais. Il a vraiment une frappe lourde et tout ça. Et j'avais en tête cette idée de... C'est un peu... Je t'en reparlerai de ce projet métal parce que c'est un projet complet, si tu veux, dans les textes, dans le visuel, dans le nom. C'est très engagé politiquement, enfin politiquement, socialement, on va dire. Plutôt. Et voilà, il y a tout un concept et on ne le sort pas parce qu'on est en train de peaufiner et tout ça. Ça sort pas cette année, ni peut-être même l'année prochaine. Parce qu'on le prépare à l'avance. Voilà. Mais c'est très 90 aussi, on ne rajeunit pas. Hein. Ça permet de faire quelque chose, de faire d'autres choses et de jouer sur scène en plus différemment. Donc c'est toujours intéressant d'aller sur scène pour ne pas avoir une rengaine qui fait que tu as toujours la motivation quand tu montes sur scène. Nous dans la lampe le matin, au clairon des coqs se rallume. Nous tous C'est triste, c'est comme les blagues de Coluche. Tu écoutes un sketch de Coluche qui date d'il y a plus de 35-40 ans maintenant. Ouais. Et c'est toujours d'actualité. Et tu te dis, ben, c'est triste en fait. Et là, c'est pareil. Quoi. Tu regardes des textes du milieu du 19e, tu te dis dénoncer les mêmes choses. Et peut-être même plus que maintenant. Et voilà. Et c'est plein de... J'ai jamais su, moi, écrire en français des paroles. Très, très peu. Je crois qu'on a une ou deux compos dans tout le répertoire des blues qui en a en français. Et je trouve que reprendre des anciens textes, c'est intéressant parce qu'ils ont vraiment une force. Mais je reprends que le texte sans musique. Je connais pas la musique, souvent en plus c'est des textes qui ont été mis en musique à plusieurs époques. Donc je préfère garder que le texte et créer une musique sur le texte en fait. Ok. Ouais, c'est ça qui est intéressant et je trouve que c'est des textes en plus qui résonnent de façon historique. Quoi. Tu as des textes qui sont chouettes, mais ceux-là en plus ils ont une telle force. Et il y en a plein de textes. Il y a plein de textes comme ça qui sont... et c'est à revisiter, c'est une façon de revisiter aussi tout ce qu'a le répertoire parce que c'est des chansons en plus qui, les versions qui ont été jouées sont souvent à l'accordéon, en valse, entre deux guerres ou ces genres-là. Il y a plein de jeunes qui ne vont jamais écouter ça parce que musicalement, c'est rébarbatif pour quelqu'un qui n'est pas là-dedans. Alors que le texte, il est tellement énorme, il faut le sortir. Du coup, c'est une façon d'amener ce texte vers des générations plus jeunes, enfin plus jeunes. C'est quand même des quarantenaires qui nous suivent maintenant aussi. On a enregistré 8 ou 9. Et puis on s'est dit on va en choisir juste 5 pour être un peu représentatif. Parce que le but de l'EP, c'est aussi démarcher quelques festivals. Des festivals où on jouait avec les blues avant et où on est devenu un peu trop bourrin, je pense aussi, où ça serait plus adapté. Tu vois, Tulem par exemple, je suis sûr que ça marcherait très bien aussi avec Taras Folk. Et en plus, ça nous permettrait là de démarcher des labels et d'essayer de trouver de l'accompagnement en tourneur et en label qui nous permettrait justement de composer, de mettre que des compos. Parce que des véritables compos de Taras Folk, il n'y a que Why sur ce morceau qui a été fait vraiment pour Taras Folk. Mm-hmm. Donc ça nous permettrait de travailler dans une optique vraiment pour Taras Folk, de réfléchir le morceau avant avec ce qu'il va donner. De ne pas faire une version acoustique de quelque chose qui existe avant. Et Happy, la version de Happy, c'est un peu celle que je voulais avoir au début avec les blues. J'ai ma cousine qui est violoncelliste à l'orchestre Radio France et je voulais qu'elle mette du violoncelle sur la première version de Happy. Et on a été pris par le temps en fait. Comme là, il y avait tout un manager, tout ça, qui disait qu'il faut sortir à telle date. On s'est retrouvé pris par le temps et j'étais déçu de ne pas pouvoir avoir mis les violons, les violoncelles que je voulais sur...
Et là, cette version, voilà, c'est en tout cas pour la partie orchestration, c'est ce que j'aurais voulu sur celui des Blues, quoi. Staring at the sun, fight off everyone. I know the day is done, know that it's too late. Can't find a way to breathe a bit more air. I am all alone. Je dirais pas qu'il y a une scène française avec un son typique. Ouais. Par contre, il y a beaucoup de groupes, c'est riche. Alors que tu avais une époque où ça allait être surtout placé en Bretagne, où presque tous les groupes celtiques allaient être en Bretagne et qui faisaient avec le rock. Alors, enfin voilà, la Merzine, Taverne, tout ça. Et tu as plein de groupes qui, moi je trouve maintenant, beaucoup de groupes de jeunes qui ont intégré. Bah, surtout avec Dropkick, Flogging, ça a amené des groupes de punk à intégrer la musique celtique. Et tu en as qui se sont montés en collectif, quoi. Nous, enfin, on est avec Folk and Punk Brigade, là où il y a les Sons of O'Flaherty, plusieurs groupes comme ça qui sont en Bretagne. Et moi, je trouve qu'ils s'entraident aussi, ils se démerdent pas mal. Et qu'il y a un son. Alors, c'est vrai qu'avec les Blues, on a un son un peu différent. Par plusieurs éléments, par l'instrument trad qui va jouer vraiment des airs trad entiers, si tu veux. Et pas juste, pas des bouts de phrases comme tu peux avoir des riffs avec Dropkick, avec d'autres groupes qui vont avoir un bout de riff, l'utiliser, qui est très puissant, ça marche super bien. Et nous, on voulait plutôt essayer de rentrer des thèmes entiers pour que ça soit un peu plus trad, tout en étant plus rock aussi. Donc ça varie un peu, mais Cell-Kill te faisait ça aussi. T'as plein de groupes qui le font. Alors c'est rigolo en plus, ça n'a rien à voir. C'était l'album Graceland de Paul Simon. Ok. Et ça, en fait, j'avais, je pense que j'avais 10 ans, 12 ans. Et en fait, je chantais en boucle. Je connaissais absolument toutes les paroles de l'album, ce qui est rigolo parce qu'il y a beaucoup de parties en swahili. Et je comprenais rien, je faisais du phonétique, en swahili, en fait. Et c'est là où vraiment j'aimais bien. Alors tu vois, c'était déjà un mélange de styles que j'aimais bien. Ces riffs de basse de parties d'Afrique australe mélangés avec Paul Simon, sa voix et ses mélodies et tout. Et je pense que c'est le premier c'est le premier truc que j'ai écouté en boucle. Et quelques années après, j'étais au collège et mon père est irlandais. Et en fait, quelqu'un a offert un disque à mon père des If I Should Fall from Grace of God des Pogues. Un vinyle. Et mon père a dit, ouais, mais ça, c'est de la musique pour les vieux. La musique trad irlandaise, c'est pour les vieux. Lui, si tu veux, il était dans le rock. D'accord. Et quand il avait 40 ans, pour lui, c'était de la musique de vieux, quoi. Et du coup, c'est moi qui ai pris ce disque et qui l'ai écouté en boucle. Et plus je me suis mis à jouer de la musique irlandaise, plus mon père est revenu vers la musique irlandaise. Parce qu'en fait, il s'est remis à lui qui avait baigné dans ça petit, parce qu'en Irlande, tout ça, tu as la musique est omniprésente. Mais il avait vraiment considéré la musique trad comme étant un truc de vieux, que le rock'n'roll, c'était pour les nouveaux. Et avec l'époque, c'est revenu, en fait. D'accord. Avec le mélange, il s'est remis à écouter du mélange, puis du trad. Et moi, c'est le premier disque que j'ai eu de mélange avec de la musique celtique, c'était Pogues. C'est horrible. C'était le 45 tours. Je crois que ça s'appelait Black Box dans les années 90 et c'était une espèce de saloperie dance, house. Ouais, c'était vraiment tout pourri. Okay. Après, moi, je récupérais, j'ai 5 frères et sœurs. D'accord. Comme les familles nombreuses. Et du coup, mes premiers disques que j'avais, moi, de vinyle, c'était Kiss. Ouais. Que mon frangin m'a filé, mais j'avais 6-7 ans et je me déguisais comme le chanteur de Kiss avec l'étoile sur l'œil et tout. Ouais, non, c'était... du coup, j'ai peu acheté d'albums, en fait, parce que je récupérais tout ce qu'avaient mes frères et sœurs.
beaucoup de mixtapes, de trucs comme ça. Et je me souviens plus trop. Non, j'avais des vinyles de Kiss et mes premiers CD. Si, je crois que le premier CD que j'ai acheté avec mon argent, en album complet, c'était Peace Cells de Megadeth. Ouais. Non, Ok. Rust in Peace, pardon. Rust in Peace D'accord. de Megadeth. Que j'ai vu. Ouais. Ouais. C'était pareil, genre 10-12 ans, et mon père m'a amené voir Johnny Clegg et Savuka, Ok. qui passaient. À l'époque, on habitait à. Où c'est qu'on habitait? Je ne sais plus si on était en Angleterre ou si on venait d'arriver en France. Et ouais, j'étais tout petit et on avait été voir ça. Ouais. Quand on était au lycée, on était vraiment en punk rock. Même metal punk rock. On avait un groupe, Uranium 235, qui commençait à pas trop mal tourner. Et on s'était promis, on s'était dit, putain, il faut qu'on arrive à être intermittent avec ce groupe. Et donc on essayait, on n'y arrivait pas. Pourtant, il y avait plus de scènes pour jouer du rock à l'époque sur Toulouse et les environs que maintenant. Mhm. Tous les bars, ils faisaient des concerts rock, on pouvait jouer. Donc tous les week-ends, on était à fond dans la musique, on savait qu'on voulait en faire notre vie, mais on n'arrivait pas à monter le statut. Et puis on s'est dit, ce qu'on pourrait faire, ça serait faire un groupe de reprises de musique irlandaise, parce que ça joue partout. C'est super facile Oui. à faire passer, et on pourrait coupler nos dates avec ça. Et en fait, j'avais intégré un groupe qui cherchait un chanteur de musique irlandaise. Ça a duré 2 répètes. Et c'était pas très rigolo, le concept qu'ils avaient du. Et il voulait s'appeler les Killarnaises, je crois. Et j'ai dit, mais le nom, il est pourri, quoi, ça déconne, c'est horrible. Et je sais pas, faites un jeu de mots comme Blues Brothers, par exemple, c'est rigolo. Ouais, mais non, les gens ne prendront pas au sérieux et tout. Et comme ça a duré 2 répètes, je me suis dit, je vais continuer le concept pour qu'on arrive à monter ça. Donc en fait, on faisait de la musique irlandaise dans les bars, mais joué par les Icos avec qui je jouais dans le groupe de punk. D'accord. Et un pote à nous qui était au violon. Donc on tapait très fort des reprises d'époque et des musiques traditionnelles sur une guitare folk. Le batteur, il tapait sur un djembé comme un sourd. Mais on rigolait beaucoup dans les bars. Et au final, les musiciens se sont embrouillés dans ce groupe de punk rock qui s'est arrêté. On a continué les bouses et petit à petit, on a amené le côté punk rock qui nous manquait avec cette musique qu'on avait appris à apprécier, à jouer sur scène. Gros noms, je suis pas super fan. Enfin, les gros noms. Quand on dit gros, en nombre d'écoutes ou de concerts, quoi. Dropkick, je trouve ça rigolo, mais un concert entier, ça me saoule. J'aime bien l'ambiance et le truc, mais après, quand les Américains font l'histoire de l'immigration irlandaise, c'est compliqué. Je pense qu'ils auraient dû passer un peu plus de temps à l'école et voilà. Après, c'est autre chose. Eux, ils font du punk avec une couleur de Boston. Oui. Qui n'est pas de l'irlandais, en fait, qu'on a vite mixé et que les gens dans le monde aiment beaucoup faire des raccourcis et des images. Tu vois, si un groupe fait du folk irlandais, ils vont forcément s'habiller comme Peaky Blinders. Enfin, tout est stéréotypé. Et ce que j'aime bien dans les groupes des autres pays, souvent, c'est qu'ils s'en foutent, quoi. Je ne sais pas si tu connais justement les Japonais, les Cherry Cokes. Non, je connais pas. C'est complètement débile. Ils ressemblent à rien. On dirait, enfin voilà, il y en a un c'est un punk, l'autre c'est rien, l'autre c'est. Ils s'en foutent complètement. Ils jouent une super musique, quoi. Ah merde, comment ils s'appellent le groupe canadien, ils sont. Eux, c'est mon groupe préféré musicalement. Merde, les Dreadnoughts. Ah oui, ok, ouais. Voilà, je D'accord. trouve que tout est extraordinaire là-dedans. Mais c'est pas que du celtique en plus, parce que beaucoup de riffs qui jouent, c'est Pays de l'Est. Mhm. Le chanteur, il est énorme. Le guitariste, il est fou. Et ils sont tous tarés dans ce groupe.
Et ils n'ont pas du tout tu vois, ce stéréotype que justement, que tu vas retrouver avec Dropkick, Ron Jax. Flogging Molly, je les trouve à part. Mhm. Parce que justement, tu as un chanteur irlandais, je pense. Oui, Et qui lui, en plus, chante pas avec une voix rauque, quoi. Mm. Qui va avoir sa propre tonalité, son propre truc. Mais il y a plein de groupes. Moi, je suis très fan de Flatfoot 56, Oui, très bon groupe. qui est très peu celtique. Mm. Mais les mélodies au chant, je trouve ça génial, quoi. Bah, c'était dès le début, en fait. Parce que même ce premier concert, on avait joué 2 compos. Et c'était pas bien. Ouais. Bah, c'est toujours la même chose, quoi. Tu composes sur 2 riffs. Ce que tu apprends à faire à la guitare, tu apprends à faire tan, 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 et tu fais une chanson là-dessus, et c'est pas bien. Mais on a quand même toujours composé dès le début. Ouais. On faisait toujours un mélange de reprises et de compos avec le groupe de rock qu'on avait. On reprenait Nirvana, Metallica, Megadeth, des trucs comme ça. Et Offspring, justement. Et on glissait au fur et à mesure des compos au milieu. Comme ça, les gens, ils sont à fond et tu leur glisses tes compos. Ouais. Ouais, tout le monde fait ça, même maintenant, quoi. Depuis, je sais pas, ça fait plus de 20 ans maintenant que je suis intermittent, mais je vois la même chose. Mais je pense que les gens se sont rendus compte avec la Covid de l'importance du contact humain. Et c'est quelque chose dont on parle depuis. On fait une chaîne humaine avec les Booze depuis plus de 15 ans. On fait faire une chaîne humaine aux gens et on dit remettez l'humain au centre de vos préoccupations. Tu vois, on est dans une société, dans une culture occidentale et nos gouvernements poussent ça à avoir une individualisation. Il faut que chacun ait sa voiture, que chacun ait son minibar à la maison. Et on préfère les lieux de vie que sont les bars ou les endroits comme ça ferment, de moins en moins d'endroits de concert. Et on pousse les gens à rester chez eux. Avec un home cinéma, c'est pas génial ça? C'est ta maison et c'est le cinéma. Ça veut dire reste chez toi, va pas au ciné. Et ils faisaient pareil avec les mini-tireuses. C'est tout pour rester chez toi. Et en fait, on disait aux gens, mais l'important, c'est se retrouver, échanger avec les autres. Et c'est comme ça que tu fais avancer les choses et que tu changes. Et ça tombait souvent dans l'oreille d'un sourd. On le disait parce qu'on avait besoin de le dire. Pardon, mais je pense qu'avec la Covid, les gens ont beaucoup manqué de ce contact. Il y en a plein qui sont passés devant le psy parce qu'ils devenaient fous de ne pas voir d'autres gens. Alors qu'ils ne se rendaient pas compte qu'ils en avaient besoin, quoi. Et pareil pour la musique. Tout le monde écoute la musique tout le temps. Passer un confinement sans musique, les gens seraient devenus fous. Donc peut-être ils se sont rendus compte du besoin qu'ils avaient à ce rapport déjà à l'autre et ce rapport à la musique. Après, je ne me fais pas d'illusions. Je pense que les 6 prochains mois, les concerts vont être gavés. Ça va être super. Ça va être l'hystérie. Et puis, petit à petit, on va nous ramener vers l'individualisme qui est la marque de fabrique du capitalisme. Il faut qu'on consomme un max. Et si on met nos biens en commun, on va moins consommer forcément. L'intérêt, c'est que tout le monde a une tondeuse qui va tomber en panne au bout de 3 semaines. C'est pas qu'il y ait une bonne tondeuse qu'on se prête entre voisins. Mais bon, ça c'est pas viable comme économie à terme. Mais nos gouvernements d'Europe j'avais l'habitude de dire de monde occidental, mais on fait presque tout ça sur la planète. Nos gouvernements, ils ont une vision à très très court terme. C'est des visions à ma gueule, un peu pour mes enfants ou pour ceux qui vont me suivre derrière et on s'arrête là en fait. Il y a plus de vision à longue échelle. Mais ça va changer, hein, forcément. Aux grosses catastrophes climatiques, tout ça, ça entraînera. Cette crise de la Covid, c'est comme la crise de 2008, en proportion gardée, je veux dire. Quand il y a eu l'effondrement de la bourse en 2008, j'étais super content, je me suis dit, mais les gens se rendent compte que à faire n'importe quoi avec la bourse, ça s'est écroulé et qu'on allait droit au mur. Non, tout le monde s'est endetté fortement
pour pouvoir remettre cette économie à flot. Et là, le système de santé qu'on a, où ça fait 10 ans, 15 ans que les infirmiers, que les médecins, que tout le monde dit et les gars, on ne peut pas soigner dans ces conditions. Un hôpital, c'est public, ça ne peut pas marcher comme une entreprise à la rentabilité. Eh bien, on supprime des lits, on supprime des moyens. Et puis, il arrive une pandémie. Quel était le gros problème de la pandémie? Ce n'était pas que plein de gens tombaient malades. C'était qu'on n'avait pas les moyens de soigner correctement la grande masse de gens qui tombaient malades. Donc, on part au plus pressé. Et puis, l'année d'après, au lieu de remettre des investissements de long terme dans les moyens de la santé, donc vite, on continue à mettre des pansements là-dessus. Et si la Covid disparaît, disparaît, elle ne va pas disparaître. Hein, c'est un virus comme on en a plein. On va apprendre à vivre avec. Exactement. Mais c'est pas pour ça qu'on va changer notre système de santé. Bruno Le Maire, l'année dernière, qui disait « Ah, mais il faut arrêter de délocaliser tous nos trucs. On a bien vu que tout faire construire en Chine, ça nous rendait vulnérables. » Ça y est, c'est oublié. 6 mois après, c'est terminé. On va prendre 2 feuilles, ils vont faire un tableau Excel, qu'est-ce qui coûte le plus cher, et on va continuer à... Alors en Chine, maintenant, c'est moins rentable, donc on va au Bangladesh, c'est moins rentable, on va trouver d'autres endroits. On trouvera toujours des gens assez dans la misère pour accepter des conditions de merde et en profiter. Et ça continuera. On the moon, and the blackbird broke the silence as he whistled, it's so sweet. And in Brendan Alors moi, personnellement, je suis assez pessimiste. Ouais. Je l'ai plutôt toujours été, mais après, j'aime bien prendre du recul. J'aimais beaucoup, j'ai fait mes études, on s'est rencontrés avec Laure, c'était en histoire. On a fait nos études là-dedans. Moi, ce que j'aime beaucoup avec l'histoire, c'est prendre énormément de recul. Et tu disais qu'on allait justement vers les mutualisations de temps de crise. Tout ça s'est déjà passé plusieurs fois dans l'histoire, ne serait-ce que l'histoire de France, quoi. Des moments où il y a des récoltes terribles, donc tu as un problème climatique qui va amener un problème social, qui va amener à ce que les gouvernants fassent les mauvais choix et que le peuple se révolte, se trahisse, fasse des mauvais choix aussi. Tout ça, ça s'est déjà passé. On va s'en relever quoi qu'il arrive. Hein. Et c'est une évolution naturelle de la société, en fait. Elle se construit. Alors, le problème avec la collapsologie, tout ne va pas s'écrouler, en fait. Tu as des pans qui s'écroulent et on reconstruit. Des fois, ça s'écroule plus que d'autres. Et quand tu veux reconstruire quelque chose, c'est pas plus mal. Au bout d'un moment, quand tu te dis, bon, ben, c'est tombé à terre, allez, on rase, on garde que vraiment les fondations de base, on remonte dessus. Mais on a toujours fait ça, on utilise ce qui existe, ce qu'on se souvient, ce dont on se souvient, pardon. Et je pense que c'est vraiment ça qui est important, c'est savoir c'est pour ça aussi que j'aime bien l'histoire, c'est savoir ce qui s'est passé avant, pour essayer d'aller vers une autre direction, ou en tout cas d'utiliser. Si tu te brûles la main sur une plaque, ton cerveau, il se souvient de la plaque, c'est chaud, arrête. Si tu n'as pas de cerveau, ou que tu en as moins, tu vas te brûler plusieurs fois. Mais au bout d'un moment, ça va rentrer. Et là, c'est pareil, on fait des erreurs, il faut qu'on apprenne de nos erreurs. Et on en fera d'autres, hein. On arrivera à des crises terribles, à un grand nombre de morts, un grand nombre de choses comme ça, une planète qui sera détériorée outre sa capacité à se régénérer. Mais c'est par là qu'on va. Hein. On s'en relèvera et on l'a toujours fait, on apprendra à vivre avec différemment. On a l'impression que ça va vite parce que les évolutions technologiques vont vite. Mais la façon de réfléchir de l'être humain, il évolue beaucoup plus lentement. On se retrouve en dichotomie avec les outils techniques. Mais l'outil technique, c'est qu'un outil. Ton outil, l'homme préhistorique, on lui amène une faux et on lui dit avec ça, tu vas pouvoir cultiver. Si c'est parce que c'est la culture, il va dire, il est bien ton outil, il va le poser, il ne sait pas quoi en faire. On crée plein d'outils maintenant, on ne sait pas vraiment quoi en faire. Internet, ça pourrait être le truc le plus incroyable du monde. Et on s'en sert pour s'envoyer des vidéos de chats à 7 millions de personnes. Voilà. L'homme préhistorique, il décapsule sa bière avec la faux. Il s'en servira plus tard. Elle traînera par là et elle servira. Et la musique, le rouage qu'on a, nous, dans la musique, on a un rôle, au moins, pour ma part, de dénonciation.
je pourrais pas faire de la musique sans essayer au moins de mettre en lumière les choses qui me dérangent dans la société et que je pense que c'est des choses qui doivent être de connaissance générale pour tout le monde, à savoir ce qui ne va pas, parce que c'est ensemble que ça se répare. Ce n'est pas une personne qui peut arranger ces choses-là, il faut qu'on les décide ensemble. D'où le fait justement de se rencontrer et tout ça. Et tu vois, le projet métal là, que j'ai, il est basé là-dessus, sur dénoncer tout ce qui est pour moi inique, dans le sens où sur cette terre, on devrait tous avoir à peu près autant de chances. On est presque tout le monde avec 2 bras, 2 jambes, et on devrait avoir à peu près autant de chances de la vie de pouvoir s'en sortir. S'en sortir en tant qu'être humain, pas forcément gagner des thunes, mais s'en sortir. Et quand tu nais un mec suédois dans une famille aisée, tu n'as pas du tout les mêmes chances dans la vie qu'une femme afghane. Et ce qu'on tendrait à faire, nous, c'est au moins dénoncer cette iniquité, qu'on puisse avoir tous les mêmes... mais après, on n'apporte pas de solution. On ne fait que tirer une sonnette d'alarme. On ne résout rien. On a investi dans le pétrole. Pendant... bon, allez, tu pars du charbon. Ça fait ça, pendant 150 ans, là, on a investi et on a créé un modèle là-dessus. Ce modèle, il fait vivre les gens qui nous gouvernent. Parce que c'est les mêmes gens qui sont à la tête des entreprises économiques. Ils ont fait les grandes écoles ensemble. Hein. Et ils ont divisé la classe en 2 et plouf, plouf, toi, tu iras faire l'économie, toi, la politique. Mais c'est les mêmes. Donc, ils entretiennent une version là-dedans. Ils savent bien que ce n'est pas soutenable, à force. Mais ce n'est pas très grave pour eux. L'intérêt, c'est que ça soit tenable le temps que ça soit rentable et de rembourser tout ce qu'ils ont le plus longtemps possible, les engagements pris. Maintenant, ils sont en train d'engager des sous Enfin, maintenant, ça fait des années qu'ils réfléchissent aux énergies renouvelables. Mais tant que ce n'est pas rentable, on n'investit pas à grande échelle. Tu fais des effets d'annonce pour te faire bien voir du public, pour continuer à te faire élire. Mais ça fait, personnellement, je pense que pour en tout cas les chercheurs économiques, la transition énergétique, ça fait des décennies qu'ils y réfléchissent, qu'ils préparent, qu'ils ont évalué les coûts et qu'ils vont mettre en œuvre pour perdre le moins de thunes possible et pouvoir récolter sur le plus longtemps possible. C'est pour ça que le nucléaire, quand ils l'ont mis en place post-pétrole, quand ils avaient commencé à calculer que le pétrole, ça allait partir, ils ont investi dans le nucléaire. Ils ne vont pas sortir du nucléaire maintenant, parce qu'ils ont investi dedans. Mais ils en parlent. On va le faire petit à petit, parce que quand ce sera plus rentable. Et les économies renouvelables, ça sera très rentable. Ça va être très rentable. Et c'est les mêmes qui font les lois que ceux qui ramassent les sous de ce qui s'aiment, quoi. Mais les énergies renouvelables, c'est pas dit que... Enfin, à mon avis, on va trouver des soucis d'énergie renouvelable dans pas trop longtemps. Hein. Ne serait-ce que les pièces, par exemple, des trucs photovoltaïques qui se recyclent pas. Si tu mets tant de marées d'usines marémotrices, par exemple, tu vas avoir des problèmes par rapport aux marées. Enfin, il y a plein de choses qui se réfléchissent, quoi. Et pour l'instant, on réfléchit toujours à court terme. Enfin, quand je dis court terme, moi, c'est 30-40 ans. C'est-à-dire, plus ou moins dans un tableau, c'est rentable pour les 30 prochaines années, on fait ça. On manque un peu de vision à long terme, quand même. Qui était... Avant, on réfléchit... Enfin, quand je dis avant, c'est il y a plusieurs centaines d'années. On avait plus de réflexion à long terme. On y reviendra peut-être. There's a longing to come home, 'cause I've been dreaming on and on. Les artistes, c'est un choix. C'est vrai qu'il y en a certains qui veulent justement dire nous, on fait de la musique pour que les gens oublient leurs soucis et on va chanter de bière, de skate, de rigole, de copines, de machin, parce qu'on a un rôle de détente envers les gens. Il y a plein de trucs comme ça en musique, quoi, où nous, on considère ce rôle-là, mais je ne pense pas que la musique doit avoir ce rôle-là. C'est vraiment chacun qui se le sent à quoi il sert dans notre société, en fait. Parce qu'on joue de la musique pour les gens.
Donc on a forcément un rôle social puisqu'on joue pour des gens. Sinon, tu as des musiciens qui jouent chez eux, qui font pas de concert. C'est un choix aussi hein, d'apprécier, de faire de la musique. Nous, on porte le concert dans une société. Donc forcément, on a un rôle social, on a un regard à tourner, on a une responsabilité à ce point de vue-là.